on enchaîne sur un regard croisé sur l'open finance et la stratégie du Connect. Et pour ce faire, j'invite le CEO et fondateur d'October, Olivier Goy, qu'on ne présente plus, et le CEO et fondateur de United Credit, Geoffroy Guigou. Merci à tous les deux d'être là cet après-midi. On a la chance de vous avoir pour faire un partage d'expérience sur le Connect. C'est un sujet dont on parle beaucoup depuis quelques années, que j'ai d'ailleurs traité sur mon podcast avec Charles et avec toi, Olivier. Donc merci d'être là. 3 questions en introduction à vous poser. C'est pour un petit peu contextualiser. Quand est-ce que votre activité B2B a commencé, l'un et l'autre? C'est Geoffroy qui a commencé, parce qu'il faut que je vous avoue un truc. Geoffroy, ça fait 2 heures qu'il bachote backstage. Et si vous pensez que United réussit comme ça par une espèce de tour de magie, c'est fou, ils bossent comme des fous. Alors à toi de commencer, je sais que tu as la réponse. Alors, pour répondre, bonjour à tous déjà. Donc sur le B2B, nous, c'est fournir notre technologie de crédit aux particuliers à nos partenaires. C'est une activité qu'on a commencée en 2018, mi-2018. Donc on s'est lancé en 2012 en B2C. Et donc, on a fait pendant 6 ans que du B2C. Et puis donc là maintenant, ça fait 3 ans qu'on a développé cette activité B2B. Et c'est quoi la contribution de cette activité sur votre chiffre d'affaires ? 20% et significativement plus de la marge en fait, de l'EBIT. Olivier ? Alors nous, on a commencé effectivement October en octobre 2014. Et le B2B, le Connect, au sens strict, a commencé avec la crise du Covid. Et on a vraiment facturé 2021 les premiers clients, donc beaucoup plus récent que ce que fait Geoffroy. Et ça représente aujourd'hui une dizaine de pourcents de notre chiffre d'affaires, mais ça a vocation l'année prochaine à représenter plus de 30%. Et un peu comme pour Geoffroy, une part significative de la marge. Alors, ça a été quoi le trigger ? Qu'est-ce qui a fait que vous soyez passé du B2C, parce que les plateformes étaient conçues au départ en B2C. Est-ce que c'était parce que ça n'allait pas assez vite ou que ce n'était pas assez rentable ? Allez, pour moi. moi. Pas préparé cette question. Donc, mince. Je suis pas prêt à répondre. Alors, pour être honnête, quand vous regardez une plateforme de prêt au PME, je laisserai Charles répondre pour sa partie. Mais vu de l'extérieur et surtout vu de 2014, ce n'était rien d'autre qu'un site de commerce électronique. C'est un site sur lequel vous venez acheter un prêt, vous le mettez dans votre panier, vous payez, c'est très automatisé, et puis voilà, vous vous retrouvez prêteur d'une société. Et si vous aviez envie, vous pouviez vous arrêter là en tant que plateforme et votre business marchait. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouviez faire l'instruction 100% à la main. Notre obsession chez October, depuis le premier jour, ça a été mettre de la tech là derrière. Et c'est-à-dire chaque fois qu'on faisait quelque chose à la main, de se dire comment on peut le traduire en produit, en features. Chaque fois, encore mieux qu'on faisait une erreur, se dire mais comment on pourrait éviter cette erreur en ayant un bout de tech qui nous empêche de la refaire pour qu'on s'en rappelle. Et c'est ça qui nous a amené à bâtir un produit vraiment performant, mais 5-6 ans après. Et le coup de révélation de ça, c'était la crise du Covid. En fait, ce qui s'est passé avec le Covid, c'est que ça a chamboulé les habitudes de ceux qui travaillaient à l'ancienne, que ce soit les banques ou les plateformes d'ailleurs, et tout d'un coup perdu dans leurs repères. On ne peut plus rencontrer les gens, on ne peut plus signer les contrats de prêt à la main. Il fallait automatiser l'analyse des liasses fiscales, des relevés de compte, vérifier l'intégrité des docs. Et tout ça, quand vous changez de paradigme, c'est plus faisable. Et encore pire que ça, on a réalisé à ce moment-là que la plupart de nos confrères, au sens large, hein, je parle en confrères pour être la Société Générale, BNP comme une plateforme, en fait, faisaient énormément, c'est très présomptueux de dire ça, mais d'erreurs d'analyse dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas le window dressing dans les comptes, alors que nos outils, ça leur sautait aux yeux qu'il y avait des arnaques. Et donc, on s'est dit, mais c'est pas possible. Pourquoi font-ils ça ? Ont-ils juste de l'appétit démesuré ou il y a un problème ? Et en fait, il y avait un problème. On a commencé à appeler une plateforme amie, qui est aussi Asset Manager. On leur a dit, écoutez, là, vous êtes en train de vous faire voler 800 000 €. Il faut réagir, les gars. Ils ont dit, c'est vrai. Ils ont stoppé le deal. Ils ont mis 800 000 €.
contrepartie, on leur a envoyé un beau de souscription à la techno. Ils ont signé, poli quand même les gars, poli. Alors je ne pourrais pas te donner leur nom, hein, ça ne se fait pas. Mais ils ont signé, et puis on a vu ça chez plein d'autres acteurs traditionnels. Et en fait, c'est là où on a eu une révélation que dans le crédit aux PME, l'homme pouvait être grandement aidé par la tech et être beaucoup meilleur, c'est joli ça, beaucoup meilleur, plus fort, avec un outil que sans outil. Et c'est là que ça nous a donné l'idée d'avoir une approche systématisée, d'en faire une ligne de métier qu'on a appelée Connect de manière ultra originale. Je ne connais personne qui a adapté ce nom par ailleurs. et voilà. Et Geoffroy, de votre côté? Donc ta question, c'est de savoir si on s'est lancé dans le B2B un peu par défaut, parce que le B2C ne marchait pas suffisamment. C'était pas la démarche. On est très content de la croissance, la rentabilité du B2C. Mais à un moment, on s'est dit que le B2B, c'était pas une diversification ou un pivot, c'était en fait un prolongement assez naturel de notre activité. Et donc pour prendre quelques exemples, pour souscrire à un prêt United, vous pouvez le faire sur notre site internet. Mais finalement, y avoir accès par l'application Lydia, l'application N26, l'espace client de Fortuneo, c'était assez simple de faire ces branchements. Donc ça a commencé comme ça. Et un de nos tout premiers partenariats, c'est celui avec N26. Et après, toujours pour montrer que c'est une extension en fait assez naturelle et pas une rupture, on s'est dit finalement les solutions de crédit qu'on a construites sont très largement automatisées. On va pouvoir entrer progressivement dans le monde du paiement, puisqu'on arrive à répondre instantanément à une demande de prêt. On est sur des petits montants chez United. Et on a un certain nombre de marchands, et ça a commencé par des opérateurs téléphoniques, en particulier Free, qui sont venus nous voir en nous disant, mais en fait, on aimerait commencer, par exemple, à vendre nos terminaux mobiles de façon sous forme d'un prêt de 12, 24, 36, 48 mois, pour faire entrer nos clients dans une logique de mensualité en utilisant tout ce que vous avez construit. Donc finalement, cette transition, elle s'est fait quand même assez progressivement. Mais je crois, comme tu l'évoquais, c'est surtout une façon d'élargir considérablement le marché auquel on a accès, le nombre de consommateurs qu'on peut toucher, en étant présent, pas seulement sur le site de United, mais sur les sites d'un paquet de banques en ligne, de banques de détail, ou sur des grands sites marchands. Aujourd'hui, on est le partenaire crédit de ldlc.com, Micromania, etc., par exemple. Voilà, donc ça s'est fait progressivement. Il y a un truc qu'on ne raconte pas souvent, mais chez nous, la première demande d'un partenaire B2B, elle est arrivée en fait en 2012, un an après le lancement du B2C. Et là, pour le coup, on s'est dit, Olivier parlait beaucoup de la construction du produit, des features, etc. À l'époque, on s'est dit, notre produit n'est pas prêt, n'est pas finalisé pour être vendu en B2B. Et d'où ce temps qui est à peu près le même entre le lancement du B2C. Je suis étonné que tu ne l'aies pas vendu quand même en 2013. Ouais, alors, non, mais ce qui est bien, ce qui est marrant, c'est que c'était Free, en fait, qui a été un de nos premiers gros partenaires sur la solution United Pay de paiement étalé. Et donc, en 2013, on leur a dit, c'est vrai qu'on avait vraiment envie de dire oui, mais ce n'était pas très raisonnable, et on leur a dit non, on est resté en contact avec eux. Tous les ans, on les a vus, jusqu'à un moment où ils ont dit, bon les gars, on y va maintenant, votre produit, il a l'air terminé, et on se lance. Et ça a été un de nos premiers très gros partenariats de l'activité B2B. C'est un petit peu contre-intuitif d'aller équiper ses concurrents avec sa plateforme technologique? Non. Si. Non, parce que quelque chose... en fait, dans le monde du crédit pro, mais retail, c'est la même chose, je pense. Vous avez un marché ultra fragmenté. Vous n'avez pas un winner qui prend tout le marché. Même BNP, qui est, je pense, la plus grosse banque en France, si c'est en Europe, n'a pas une part de marché qui écrase tous les autres. Et donc, vous avez un marché ultra fragmenté. On est tous à la fois concurrents, confrères. Donc, moi, ça ne m'embête absolument pas de fournir ma techno à quelqu'un qui va être utilisé pendant toute sa vie ou pendant 5 ans, le temps de développer ses propres outils et de nous faire concurrence. L'univers est tellement large. Donc, notre objectif, c'est vraiment ce que disait Geoffroy, c'est-à-dire on est à la fois une bonne boîte de tech parce qu'on est des prêteurs et on est des bons prêteurs parce qu'on est une boîte de tech. Et ça, tant mieux si ça sert à nous, tant mieux si ça sert à d'autres. Il y a des partenariats qu'on fait
prendre en exemple qui est Conto. Conto, c'est un bon exemple. Conto, ils disent, nous, on va devenir plateforme banque, une vraie banque, avec un agrément ACPR, comme F. Geoffroy à la sueur de son front. Et on va y aller. Et puis là, ils nous rencontrent. Et on leur dit, écoutez, oui, vous pouvez tout faire, vous êtes bien financé, mais je pense que le temps que vous arriviez à notre niveau, encore une fois, sans se prendre pour les autres, mais ça va être très long pour vous. Si on fait un partenariat et que vous faites un truc octobre mis dans Conto, sera beaucoup plus efficace et ça fonctionnera dans 2 mois. Et c'est ce qu'on a fait. On l'a fait et aujourd'hui, c'est une autorité publique. Conto a annoncé qu'ils renonçaient à leur agrément bancaire. Donc pour l'instant, ils ne vont pas être concurrents, même si intuitivement, je ne sais pas s'il y a des gens de Conto dans la salle, mais je pense qu'ils le deviendront un jour. La tentation d'internaliser sera là. Mais c'est absolument pas grave, parce qu'en attendant, on se rend mutuellement service. Ils font des prêts, ce qu'ils ne savaient pas faire, comme toutes les néobanques. Mais aujourd'hui, ils font des PGE et des prêts, mais non seulement ils les font, mais ils les font de manière révolutionnaire, de manière instantanée. Vous êtes client Conto, vous pouvez commencer une demande de prêt maintenant, vous aurez votre réponse avant que j'ai fini ma phrase. Et pourtant, je parlerai pas longtemps. Donc, ça, c'est... Voilà. Mais qu'ils deviennent demain prêteurs, rien à faire, c'est pas grave. On se sera fait mutuellement la courte échelle pendant un moment. Alors, je peux juste t'adresser la même question, Geoffroy, aussi dans un contexte où vous travaillez avec des partenaires bancaires, avec donc qui sont assez, je pense, quand il s'agit d'October avec Conto, vous êtes dans le même écosystème, vous avez cette manière de fonctionner. Mais quand on travaille avec un partenaire bancaire, je pense à Fortuneo ou HSBC, comment ça se passe justement ce côté, moi, que je trouve venant de la banque plutôt contre-intuitif, paradoxal plutôt, et est-ce que c'est un sujet qui est abordé dans les discussions avec eux ? Écoute, moi, il y a certains partenaires, je pense qu'on aurait un peu de mal à travailler avec eux, notamment les grands leaders européens du crédit à la consommation, donc BNP, Crédit Agricole, Santander par exemple. On pourrait trouver un terrain d'entente, mais c'est quand même un peu moins naturel. En revanche, là, tu citais notamment Fortuneo. Nos partenaires sont en réalité des challengers de ce marché. Même HSBC, c'est un nain en France, tout petit acteur. Donc c'est une grande marque mondiale, on est d'accord, mais c'est quand même un challenger de ce marché. Et on aime bien en particulier travailler avec les challengers ou les nouveaux entrants, donc de la banque de détail HSBC, mais N26, Lydia, Fortuneo. Déjà parce qu'on peut avoir une culture commune, un alignement d'intérêts, et on n'équipe pas directement, frontalement, certains de nos concurrents. Ce qui est assez intéressant, c'est que la partie partenariat, c'est équiper des acteurs avec lesquels on est en concurrence, mais c'est aussi, sur les mêmes marchés, mais c'est aussi équipé avec des acteurs qui sont sur des marchés complètement adjacents. Par exemple, l'année dernière, on a équipé de nos technologies BPI France dans le cadre d'un certain nombre de programmes de soutien à l'économie. Donc les prêts rebonds, les prêts à la création d'entreprises, les prêts d'honneur, etc., tournent maintenant sur les technologies United. Et donc là, on est dans le domaine du crédit aux TPE-PME. Alors sur ce type de partenariat-là, notre marque n'apparaît pas du tout. On est en marque blanche totale. C'est du SaaS auquel on adjoint des prestations qu'on peut appeler de BPO, c'est-à-dire qu'on a des salariés United qui traitent les demandes de prêt au nom et pour le compte de BPI France. Donc, mais tu as raison, la notion de la concurrence, il y a des acteurs, je dirais, avec lesquels on est plus ou moins à l'aise de travailler. Quant à notre activité United Pay, qui équipe des sites marchands physiques ou online. Le physique, c'est 80%. Les ventes en boutique, c'est 80% des transactions United Pay. Les ventes online, 20%. Quand on équipe ces marchands-là, il n'y a aucun sujet de concurrence. On travaille avec LDLC, Micromania, avec des acteurs de la distribution. On n'est évidemment pas en concurrence frontale. Par contre, on vient déloger, dans ce cas-là, les grands acteurs historiques du secteur bancaire qui avaient noué un certain nombre de partenariats stratégiques, parfois des joint ventures, avec ces distributeurs. Alors le titre de ce panel, ce regard croisé, c'est l'Open Finance et les stratégies du Connect. Alors il y a eu récemment des déclarations qui ont été faites. Je reviens dessus parce que je trouve que ça se prête totalement à ce que vous faites.
au sujet de l'intérêt de la deuxième directive de paiement, de services de paiement. Mais si jamais il n'y avait plus de données et vous n'aviez plus accès à cette donnée, est-ce que vous pourriez encore offrir ce service? Vous avez besoin de cette donnée. Alors, effectivement, il y a eu la polémique lancée par le président de la FBF, pour ne pas le citer, et le président du CIC, donc Nicolas Thierry. Je pense qu'elle est presque derrière nous, cette polémique. C'est-à-dire qu'il a pris la parole pour dire que l'open banking était une mauvaise idée, une erreur réglementaire, que le régulateur français, AMF, ACPR et Banque de France lui ont rappelé qu'il se trompait. Voilà. Moi, j'ai compris, il y a des banques qui préfèrent investir dans la PQR en 2021 ou dans la tech. C'est louable. On a tous besoin de petites annonces papier locales. Après, une fois dit cela, l'open banking, ça sert à tout le monde et aux banques en premier. Et bien sûr que l'open banking est clé pour nous. Aujourd'hui, on a une techno où on arrive à agréger l'ensemble des comptes des entreprises pour les analyser et apprendre de ces comptes. Conto, que je mentionnais tout à l'heure, les décisions de crédit se fait sur 12 mois d'historique bancaire. Elle ne se fait pas sur l'IAS fiscal. Et on apprend beaucoup plus sur un historique bancaire de 12 mois que sur une IAS fiscale datant d'il y a 9 mois pour une TPE. Donc ça, bien sûr que c'est clé. Sans l'open banking, on ne peut pas le faire. Mais là aussi, nous, on apprend beaucoup, mais les banques peuvent apprendre beaucoup. Et les banques, à 99%, ne sont pas derrière cette position, on a compris, qui était caricaturale, et elles investissent à fond l'open banking. Je pense que si on demande l'avis de la SocGen, qui est le sponsor de la journée, il n'y a pas une personne de la SocGen qui voit l'open banking, c'est débile. Donc voilà, bien sûr pour nous ça compte, bien sûr que pour tout l'écosystème ça compte, et ça n'a rien... voilà, cette position, elle était drôle, parce qu'extrême. Oui, vaste sujet, mais tu l'as largement commenté à l'instant ou sur les réseaux sociaux. Mais juste l'open banking dans le domaine du crédit, en tout cas aux particuliers, c'est quelque chose d'ultra puissant qui permet aux demandeurs de partager un historique de compte bancaire, donc jusqu'à 12 mois d'historique, lors d'une demande. Nous, on a offert cette possibilité-là à partir de 2018 à nos emprunteurs dans les 5 pays où on est, France, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne. Et là, on a atteint des taux d'adoption de ce service de 60 à 90%. Il y a 60 à 90% selon les pays des demandeurs de prêts chez United qui ne sont pas du tout des jeunes, des early adopteurs, CSP plus urbains. C'est vraiment le mass market des emprunteurs. Et donc, déjà, ça répond à un besoin des clients. Enfin, c'est avant toute considération réglementaire. On voit que c'est une demande des personnes. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ça les protège en matière de crédit. Moi, je dis que la partie open banking, donc cet accès aux historiques de compte bancaire, c'est l'arme fatale contre le surendettement. Parce que quelqu'un qui nous partage son historique de compte bancaire, je peux vous dire qu'on lui détermine sa capacité d'emprunt d'une façon, mais qui, même chez nous, avant 2018, on n'arrivait absolument pas à atteindre. Et donc, on a décidé d'ailleurs, cet été, d'annoncer officiellement qu'on arrêtait, nous, le combat pour le fichier positif. Donc le registre des crédits, la France est le seul pays à avoir fait l'exploit de ne pas en mettre en place. C'est notamment parce qu'il y a des positions d'acteurs établis qui ont toujours empêché ça, mais ils ont fait des choses qui vont à l'encontre de l'intérêt des consommateurs. Et donc DSP2, pourquoi c'est plus puissant que les fichiers positifs ? Dans un fichier positif, vous avez tous les crédits détenus par un ménage. Et donc, une banque, un établissement de crédit, quand elle a une nouvelle demande, elle interroge ce fichier pour vérifier que les crédits que la personne a déclarés comme étant en cours de remboursement sont bien le reflet de la réalité. Parce que si jamais il a oublié d'en déclarer un, bah on évalue mal sa capacité d'emprunt. Et grâce à DSP2, on voit bien sûr les prêts en cours de remboursement, on voit les incidents de remboursement sur des crédits, mais on voit aussi autre chose, le loyer. Vous faites une demande de prêt dans une banque, si vous êtes locataire, vous dites moi je paye mon loyer, je sais pas, 1 200 € par mois. Elle dit ok, il paye 1 200 € par mois, ça se trouve vous payez 1 800, grosse erreur, surendettement, etc. Avec l'open banking, c'est plus possible ça. Et donc, faut quand même dire que il y a une adoption massive des consommateurs de tous les pays d'Europe de ce type de solution.
Pourquoi ? Parce que ça les protège. Et donc, en s'opposant aussi à l'open banking, on relance un vieux combat d'arrière-garde qui est non, non, pas de partage des données, etc. Et pour finir sur ce point, et la CPR l'a rappelé, Cédrico l'a rappelé, je pense que Emmanuel Macron a dû se demander un moment s'il ne taperait pas aussi du point sur la table là-dessus. La menace, ce n'est pas les fintechs, on sait que c'est les GAFA. Eux, c'est des spécialistes de l'analyse de données. Quand vous pensez que les banques n'utilisent toujours pas l'historique de compte bancaire de leurs clients quand ils ont une demande de crédit, oui, c'est ça la réalité. Donc là, les acteurs qui arrivent en face sont un peu plus spécialistes de l'analyse des historiques de compte bancaire, de l'analyse des data. Et DSP2, je pense que c'est la meilleure protection. Investir sur DSP2, investir sur l'open banking, c'est la meilleure protection qu'ont les banques aujourd'hui pour se préparer aux assauts futurs d'un certain nombre d'acteurs qui sont des pros de la donnée. Parfait, merci. On n'a plus de temps, mais j'ai encore vous poser une question. Donc, restez ici. En fait, si on a des entrepreneurs dans la salle qui nous écoutent, quels conseils vous pourriez leur donner s'ils sont uniquement sur le B2C et qui veulent s'ouvrir au B2B ? Alors, non seulement d'un point de vue organisationnel, mais aussi d'un point de vue infrastructure technologique, vraiment les enseignements que vous en avez tirés quand vous avez lancé le Connect. Alors, en 30 secondes, ça va être très compliqué. Non. Il y a plusieurs choses. Effectivement, quand on a commencé à développer le produit, on ne l'avait pas développé pour être modularisé et vendu en morceaux. Donc, ça a demandé un énorme travail. Et je souris parce que j'ai notre responsable, Chief Product Officer, Sarah, qui est juste en face de moi. Et ça a demandé un énorme travail au produit et à la tech pour rendre ça possible. Parce qu'au début, on n'avait pas imaginé cela. Donc, ça, premier gros travail. Deuxième gros travail, et je ne donnerai pas de leçon sur cet aspect-là parce qu'on n'est qu'au début, c'est qu'il faut transformer une boîte qui est plus une boîte de service en une boîte de produits et même qui est peut-être un peu schizophrène. Parce qu'on fait du prêt, c'est super important, c'est grâce à ça que la tech et le produit ont les idées. Et le prêt, comme j'ai dit, est efficace grâce à la tech et au produit. Mais ça veut dire qu'il y a deux boîtes dans la boîte et deux types de réflexes différents. Donc tout notre challenge avec Patrick, le CEO d'October, aujourd'hui, c'est de faire vivre en pleine harmonie ces deux départements. Et je sais que c'est une question qui se pose à tous. On a déjà discuté en off avec Geoffroy au-delà de ce panel. C'est un sujet qui nous concerne tous, mais qui est passionnant parce que nous, on a un métier quelque part où aller lentement est une bonne règle de vie, saine. Quand vous faites du prêt, vous ne pouvez pas lâcher l'argent à tout va. C'est le moyen de faire des catas. Il faut être en développement raisonné et raisonnable. À l'inverse, sur le produit, quand vous êtes dans le bon filon, ce qu'on estime être aujourd'hui, là, il faut foutre le pied à l'accélérateur. Donc aujourd'hui, il faut aussi manier ces deux rythmes, ces deux vitesses. Et ça, c'est un vrai challenge managérial, à la fois d'être raisonnable et en pleine action. Merci. 2-3 petits conseils rapides. Je dirais, premier, ne pas le faire trop tôt. Il faut attendre que son produit B2C soit bien éprouvé. Donc c'est pour ça que nous, on a tous les deux attendu quand même assez longtemps avant de se lancer dans cette activité. Deuxième petit conseil, c'est au début, arriver à mettre cette activité un peu sur le côté, enfin dans l'entreprise, mais sur le côté, avec des personnes dédiées, un peu indépendantes, parce que c'est un autre rythme, c'est d'autres compétences, et donc protéger un peu cette activité. Ne pas le faire trop longtemps néanmoins, ça serait le troisième conseil, et remettre cette entité B2B au cœur de la stratégie de la boîte. C'est ce qu'évoquait Olivier. Il y a un moment, on passe de boîte de service à une vraie logique produit. Donc nous, on a recruté notamment un Chief Product Officer qui vient de l'industrie du software récemment et qui met en place cette transition parce que quand on développe une activité B2B, la roadmap produit, elle doit pouvoir être partagée avec les partenaires. Elle ne doit pas être forcée par les partenaires. Il est hors de question de dire à telle date on va sortir tel truc parce qu'un de nos partenaires le demande. Mais on doit construire une vision produit à 3 ans, la formaliser et ça devient limite un outil commercial en fait, de partage avec nos partenaires. Donc en tout cas, le passage au B2B pour les boîtes B2C ne s'improvise pas et demande des vraies évolutions organisationnelles. Merci à tous les deux. Et c'est fou à quel point, je termine juste là-dessus, alors qu'on est quand même deux entreprises différentes, comme les problématiques sont communes sur ces sujets.
Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Solène.